Bonjour, aujourd'hui nous allons donc vérifier la correction du texte que vous avez travaillé sur l'anneau de Gygès de Platon dans la République. Je ne me rappelle pas l'histoire, c'est ce que nous allons voir dans le détail maintenant. Alors, le texte, je vous l'avais déjà lu, je vous laisse le lire éventuellement à nouveau. Voilà les questions que nous allons nous poser qui vont nous permettre de comprendre ce texte et l'enjeu qu'il a dans notre leçon sur la justice et la loi, son rôle là-dedans, comment il arrive à nous faire comprendre un certain nombre de choses. La première question qui avait été posée, c'était de quoi parle ce texte. Alors on la trouve dans le texte lui-même, faisant une supposition, donnant à l'homme de bien et au méchant le pouvoir illimité de tout faire. Autant dire que ce texte parle de la question du bien et du mal, en l'absence de toute loi. Qui continuera à faire le bien s'il n'est pas surveillé? Résumer ce texte pose la question de la justice et de la loi. Il raconte l'histoire d'un berger, Gygès, qui, parce qu'il peut échapper à la loi et à la justice, se rend coupable des pires crimes. Donc, avec cette histoire, évidemment, Platon va nous permettre de comprendre si on reste juste simplement parce qu'on est soumis à la surveillance de la police et de la justice, ou parce que nous en sentons une obligation morale. Alors pourquoi le juste agit parfois aussi mal que le méchant? L'homme de bien, on a la réponse dans le texte. L'homme de bien s'engageant dans la même route que le méchant, entraîné comme lui par le désir d'avoir sans cesse davantage, désir dont toute nature poursuit l'accomplissement comme un bien. C'est-à-dire que Platon nous dit, le juste agit comme le méchant parce qu'il ne sait pas résister à ses désirs, satisfaction du désir que l'on confond avec le bien. Donc il n'est pas, même le juste ne sait pas souvent risque de ne pas savoir ce que c'est véritablement le bien et s'imaginer que le bien, c'est la satisfaction de ses désirs. Alors, qu'est-ce que c'est faire l'homme injuste? Là, on a un gros paquet, si je puis dire, un gros extrait du texte de Platon. Rappelons simplement que l'homme injuste, pour résumer, c'est prendre le masque de l'homme juste et en fait une véritable profession en se cachant derrière les mensonges. Là, ici, nous avons dans l'actualité, passé un peu maintenant, l'histoire de Bernard Madoff qui avait volé un certain nombre de gens en profitant de leur confiance et de la confiance qu'il inspirait grâce à son art de la rhétorique et du mensonge. Alors, que peut-il arriver à l'homme juste? Eh bien, pour résumer, à l'homme vertueux, il peut arriver d'être victime d'injustice, mais s'il sait résister, rester juste, alors nous verrons qu'il est le plus heureux. Alors ça, c'est la dernière phrase du texte, auquel beaucoup d'entre vous n'ont pas fait suffisamment attention, mais c'est bien l'idée qu'effectivement, il peut être victime d'injustice, le juste, comme Socrate, qui a été accusé de manière injuste, mais à la fin des fins, s'il arrive à résister et rester juste, eh bien c'est lui qui sera le plus heureux. Platon explique d'une manière plus générale que l'homme vertueux est toujours le plus heureux, quelles que soient les circonstances de sa vie. Dans le fond, la pire punition qui puisse arriver à l'homme injuste, c'est de vivre en permanence avec un homme injuste. Et dans le fond, dans le mensonge. Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher l'homme injuste d'agir de manière injuste? Eh bien, ce qui peut l'empêcher, c'est tout simplement la loi. Sachant que l'homme injuste n'a aucune bonne intention, seule la loi et la justice pourront l'empêcher d'être injuste. On ne peut pas compter sur sa bonne volonté. Il faut le sanctionner et le surveiller. C'est ce que nous avions vu dans la leçon. La loi du droit positif permet d'équilibrer les intérêts individuels et l'intérêt général et empêche le voleur de voler et l'escroc d'escroquer. Alors qu'est-ce qui pourrait empêcher un automobiliste qui va traverser un village de ne pas respecter la limitation de vitesse alors qu'il est certain de l'absence de radar et de police en quelque sorte, alors qu'il est dans la situation de Gygès qui est certain de ne pas se faire attraper? C'est parce qu'il n'est pas surveillé, seule sa conscience morale peut l'amener à bien agir. C'est sa conscience morale qui l'amènera à bien agir.
Et qu'est-ce qui pourrait empêcher c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous amener à réfléchir sur nos actions pour savoir si elles sont bonnes ou mauvaises? De la même manière, c'est notre conscience morale. Rappelons-nous, dont nous avons vu l'illustration dans notre leçon à propos de Caïn et Abel, Caïn qui est poursuivi par sa conscience jusque dans son tombeau, ou sous la terre, en quelque sorte. Donc il n'arrive pas à se débarrasser de sa conscience. Voilà qui peut amener chacun à réfléchir sur la qualité de ses actions. D'ailleurs, c'est ce que nous avions vu dans la leçon. La conscience morale, c'est une propriété qu'a l'esprit humain de porter des jugements sur la valeur morale de certains actes ou de certaines intentions individuelles, c'est-à-dire les siennes. Elle peut intervenir pour juger des actes à venir du sujet moral ou de ses actes passés. Il est 1 heure. Alors, qu'est-ce que la vie en société est une affaire de morale ou de pouvoir? Là, c'était, si vous voulez, une question qui résumait les deux parties de la leçon sur la justice et la loi, puisque dans un premier temps, on avait vu simplement la morale, dans un deuxième temps, on a vu la politique. Eh bien, on peut comprendre qu'elles doivent, pour que la vie en société soit possible, elles doivent s'accorder et fonctionner ensemble, c'est-à-dire que la vie en société est d'abord une affaire de pouvoir, le pouvoir de l'État qui impose la loi et permet à chacun de vivre en paix, mais c'est aussi une affaire de morale parce que chacun doit se persuader d'obéir à la loi pour son bien, mais aussi pour le bien de tous. Et à ce moment-là, sachant obéir seul et volontairement à la loi, il restera libre. Sinon, il sera toujours contraint et essaiera toujours d'échapper à la loi pour finir, dans le fond, à être malheureux comme tous les hommes injustes. Alors ensuite, nous avions une dissertation. Suffit-il d'obéir à la loi pour vivre en société? En introduction, nous pouvions dire, beaucoup prétendent qu'il faut préférer sa liberté avant tout, même s'il faut partir sur une île déserte. D'autres essaient de désobéir, se font attraper et finissent en prison. D'autres, enfin, obéissent parce qu'ils pensent qu'il le faut, même sans aucune surveillance. Qui a raison? Nous allons chercher la réponse en demandant s'il suffit d'obéir à la loi pour vivre en société. Bon, ici, j'aurais pu expliquer mon plan. J'aurais dû expliquer mon plan d'ailleurs. Notre plan, ça va être donc dans une première partie d'analyser en quoi obéir à la loi est tout à fait indispensable à la vie en société. Et en quoi, dans le fond, l'obéissance pour des raisons qui sont simplement d'échapper à la punition, sont aussi indispensables à la vie en société. Ceux qui disent qu'il suffit d'obéir à la loi expliquent que sans la loi, nous serions livrés, comme le dit Hobbes, à une insécurité permanente. Nous ne pourrions rien construire, nous aurions une vie animale, donc il faut absolument des lois. Platon affirme même que notre obéissance à la loi doit être sans condition. La loi et la société nous ont fait ce que nous sommes, nous devons donc leur obéir. Là, on ne se pose pas la question de savoir si la loi est légitime ou pas, on obéit à la loi parce que c'est la loi. De plus, obéir à la loi, ce n'est pas nécessairement renoncer à sa liberté, puisque sans loi, nous serions seuls et démunis. La loi protège plus notre liberté qu'elle ne nous emprisonne. Par exemple, le confinement lié à la pandémie actuelle restreint nos libertés de circulation, mais nous protège. Malades, nous n'aurions plus que faire d'une liberté que quand dit être une liberté sauvage. En somme donc, dans cette première partie, on voit bien que il semblerait que obéir à la loi simplement pour ne pas être puni, ça suffit, pour que la société puisse fonctionner. Cependant, cette obéissance à la loi n'est que négative. Nous obéissons parce que nous y sommes obligés, pas parce que nous le voulons. Et si, comme Gigès, nous sommes certains d'échapper à la justice, alors nous n'obéirons plus. Il faut donc obéir à la loi pour vivre en société pour d'autres raisons. Des raisons qui nous pousseront à bien agir, même sans y être obligés. C'est-à-dire que, on va voir dans cette deuxième partie qu'il faut réussir à obéir à la loi par nous-mêmes sans y être obligés pour que la vie en société soit tout à fait possible. Il ne suffit donc pas d'obéir à la loi seulement pour ne pas être puni. Nous pouvons obéir à la loi parce que nous la jugeons légitime, c'est-à-dire non seulement légale, mais capable de respecter les droits de l'homme, par exemple, et plus généralement les principes de la morale. C'est-à-dire que, dans le fond, je vais finir par me reconnaître à la loi qu'elle est utile, nécessaire, indispensable, juste, même moralement juste, donc je vais lui obéir. C'est ce que nous avions vu dans la définition de la différence entre la loi légale et une loi légitime. Je n'y reviens pas, on a fait un cours là-dessus. Nous pouvons alors obéir à la loi parce que notre conscience morale nous y invite, sans même être surveillés. Enfin, nous ferons donc une obligation de respecter une loi qui n'est pas simplement une loi du droit positif, mais une loi morale. Et cette obligation, nous l'imposerons librement, volontairement. Donc là encore, différence entre, nous l'avions vu, la loi morale du droit naturel.
à laquelle j'obéis volontairement, et la loi du droit positif, à laquelle je suis contraint d'obéir. Dans une troisième partie, nous pouvons dire, pour savoir donc s'il suffit d'obéir à la loi pour vivre en société, nous pouvons dire maintenant que, négativement, sans loi, il n'y aurait pas de société vivable, ça c'est sûr, c'est la première partie. Cependant, s'il faut surveiller tout le monde, la société sera invivable aussi. Il faut donc que chacun s'oblige lui-même, librement, à obéir à la loi. Une loi du droit positif qui est donc respectée au nom d'une loi morale. Voilà donc cette troisième partie qu'il ne faut jamais oublier parce qu'elle donne une solution qui explique en quoi les deux premières parties sont complémentaires et nous permettent de répondre véritablement à la question. C'est le principe du zèbre. Il s'agit, comme je l'ai souvent dit, il s'agit, quand on nous demande quelle est la couleur du zèbre, il ne suffit pas de dire qu'il est blanc, il ne suffit pas de dire qu'il est noir, il faut dire que sa vraie couleur, c'est qu'il est blanc rayé de noir, c'est-à-dire les deux parties. Et cette réponse, elle arrive en troisième partie. À propos de zèbre,